Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est Politique, en direct et en public, l'émission qui enquête tous les dimanches soirs sur l'actualité politique de la scène. On va accueillir un homme qui appelle les citoyens à sauver cette campagne pourrie par les affaires. Si on devait faire son portrait en pourcentage, il serait 30% Jules Verne, car il aurait pu être un héros, comme ses romans d'aventure. Comme Phileas Fogg, il a fait le tour du monde. Il serait 40% Leonardo DiCaprio, parce que comme lui, il a mis sa notoriété au service de l'écologie. Le titre de son film, Le syndrome du Titanic, a sûrement beaucoup plu à l'acteur américain. Enfin, il serait 30% Jacques Chirac, car c'est lui qui a inspiré sa célèbre formule « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Depuis, il a murmuré à l'oreille de tous les présidents. Bref, il est 100% Nicolas Hulot. Bonsoir Nicolas Hulot. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'avoir choisi France 5, entre autres, pour votre grand retour dans le débat public. Vous êtes depuis de nombreuses années l'une des personnalités préférées des Français et à 4 semaines du premier tour, votre parole est très attendue. En 2007, vous lanciez le pacte écologique, signé par tous les principaux candidats. En 2012, vous tentiez vous-même d'être candidat, battu lors de la primaire écolo. Et cette année, vous vous invitez de nouveau dans la campagne, dans cette dernière ligne droite de la campagne, avec un appel qui dépasse largement le simple cadre écolo. Ça s'appelle l'appel des solidarités. Il a été lancé cette semaine par 80 associations, 500 propositions dans cet appel. Vous dites que vous souhaitez redonner un supplément d'âme à cette campagne. Oui, ça peut être, je l'espère, une respiration, plus que cela, une inspiration nécessaire. Parce qu'il y a une somme, je dirais, d'intelligence, d'humanité, de compétences, ancrée dans la réalité des exclusions, qui, à mon avis, peut nourrir utilement le personnel politique. Et cet arrimage de ces hommes, ces femmes, qui dans l'ombre, en fait, qui ne sont pas connectés, parce que par définition, c'est des gens qui agissent sans tapage. Mais quand on regarde les 80, et même maintenant, depuis, on a dépassé le nombre de 100 organisations qui nous ont rejoints dans cet appel, on s'aperçoit que ça fait un tissu de plusieurs millions de personnes. 10 à 12 millions. Hein. Oui, mais comme ils ne sont pas dans une quête de reconnaissance, on ne les voit pas. Mais l'intérêt, c'est de leur donner de la reconnaissance, parce qu'en leur donnant de la reconnaissance, on va s'apercevoir que la France, il y a aussi une jolie France, et qui est peut-être majoritaire. Et puis surtout, à travers eux, on va donner une lumière sur ces exclusions que l'on ne veut pas voir. Pas simplement les exclusions économiques, les exclusions, je dirais même démocratiques. Vous avez 50% des actifs qui sont des employés et des ouvriers, vous avez 3% de députés. Ouais. Bon, je prends cet exemple-là ouvriers. Parmi d'autres. Et donc, l'idée, c'est d'arrimer tous ceux qui travaillent pour la solidarité, y compris la solidarité avec les animaux, avec la biodiversité, bien entendu, avec les personnes en situation de handicap, les rassembler pour créer une force et imposer cette dimension qui est la seule dimension qui peut permettre de redonner de la dignité, qui n'est pas, et j'en termine, pas une option, qui est une condition à la paix sociale et à la paix dans le monde. Simplement pourquoi la solidarité qui est une option. Elle n'est plus une option. Elle n'est plus une option. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui a changé, il s'est connecté avec Internet, avec la mondialisation, mais il ne s'est pas relié. Et au lieu de gommer les différences et les inégalités, il les a confrontés et il a condamné brutalement les exclus à observer les inclus. Est-ce que vous pensez que ça peut continuer? Et donc, la tentation à ce point-là, ça serait de dresser des murs pour que surtout les exclus n'aient pas vu sur les inclus et que les inclus n'aient pas vu sur les exclus. Vous avez un contresens. Vous avez un signe de ralliement, l'appel des solidarités. On le voit sur votre veste, c'est le doigt levé comme ça, comme pour dire présent. Et vous avez même, regardez, vous avez même rhabillé la petite statue de la liberté là, qui est à Paris. Avec vous savez pourquoi on a choisi ce symbole-là? Parce qu'au pied de son homologue américain, il y a une petite plaque où il y a gravé les strophes d'une poète américaine à la fin du 19e siècle qui dit, en gros, laissez venir à nous les déshérités, les abîmés de la vie, les pauvres, les cohortes de vos rivages surpeuplés, etc. Au moment où, justement, on aurait cette espèce de tentation animale de se replier sur soi, de rentrer dans son terrier, de dresser des murs, mais surtout, faisons en sorte, au contraire, de ne pas nous laisser guider par la peur, parce qu'elle est toujours mauvaise conseillère, mais par le cœur. Vous avez vous-même hésité en 2017 à être candidat à la présidentielle. Vous avez réfléchi, vous avez finalement renoncé. Et Thomas, notre historien, ça lui a fait penser à quelqu'un en particulier. Ouais, le commandant Cousteau. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette archive vraiment savoureuse. On est en 1981, à quelques semaines du premier tour de la présidentielle, et on lui pose une question qu'on vous a tellement souvent posée. Regardez. Vous êtes, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle? Tout bien pesé, j'annonce aujourd'hui officiellement que quoi qu'il arrive, quelles que soient les pressions qu'on fasse sur moi,
en remerciant beaucoup tous ceux qui ont fait cette pression, je ne serai pas candidat au président. C'est définitif. C'est définitif. Pour qui vous allez voter, Non, pour qui vous allez appeler à voter. Ne me demandez pas ça, la parole est aux écologistes, c'est eux-mêmes qui désignent leurs candidats, et je suivrai la discipline, c'est-à-dire que je soutiendrai leurs candidats. Alors c'est fou, hein, comme l'histoire bégaye et se répète. J'avais oublié. Quand vous regardez cette campagne, ces affaires, ce climat, ce bazar généralisé, vous n'avez aucun regret de ne pas y avoir été? J'ai simplement le regret que la campagne prenne cette forme-là, parce qu'on ne peut pas se payer ce luxe de se détourner de l'essentiel, que la société ne profite pas. On a une chance incroyable, mais on a oublié justement ce privilège d'avoir une démocratie qui fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce qu'on fait de ce débat démocratique? À quoi consacre-t-on cet espace et ce moment nécessaire et salutaire où, ensemble, avant de savoir d'ailleurs pour qui on va voter, ce serait bien qu'on décide ensemble, d'ailleurs c'est le propre de notre campagne, pourquoi on va voter? Qu'est-ce qui est prioritaire? Distinguer dans une société où on confond un peu le superflu et l'essentiel, distinguer ce qui est vital, ce qui est nécessaire, ce qui participe à l'épanouissement humain. Et ce moment-là, on le gâche. Franchement, on le gâche. Je ne veux pas faire de phrases démagogiques, mais moi, vous savez, mon idole, c'est Mandela. Quand on voit comment Mandela s'est battu pour la démocratie, et nous l'avons simplement en naissant dans ce pays, on a une chance de pouvoir s'exprimer, on a ces rendez-vous démocratiques. Et franchement, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a pu entendre? Et là, notamment, je reviens à notre initiative, mais il y a une jolie expression citoyenne. Voilà, il y a une appétence, il y a de l'espérance et il y a de l'intelligence. Et on pourrait, franchement, au-delà de nos clivages politiques, ils sont nécessaires, ils sont pertinents. Je suis pas en train de dire que la gauche, la droite, ça ne veut plus rien dire. Enfin, moi, quand je les vois en tête à tête, je m'aperçois que sur beaucoup de choses, en réalité, il y a vraiment des convergences. Mais après, on repart dans les postures, et ces postures-là, dans un moment où notre société est sur un point de bascule, parce qu'on le sent tous intimement, franchement, on va en parler ce soir. Attention, parce qu'il en faudrait peu pour qu'on bascule du mauvais côté. Vous savez, nous ne sommes pas civilisés en profondeur. Gardons ça à l'esprit. Et on a bien compris que vous n'aviez pas de regret et que votre façon à vous de faire de la politique, c'était cet appel. Non, mais on peut faire de la politique. On va en parler. Comme mais ça se voit. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Vous êtes là jusqu'à 20h45. C'est politique et c'est polémique. On va longuement revenir sur votre appel, sur les initiatives concrètes, notamment dans ces polémiques. Mais on commence par l'actu chaude, l'actu du week-end. C'est l'actu. Nicolas, l'instabilité internationale, cette élection de Donald Trump, ça a aussi pesé dans votre appel? Il y a aussi une dimension internationale dans cet appel. C'est simplement ce qui s'est passé aux États-Unis nous rend très prudents sur l'issue de nos propres élections. Et puis, certains pays européens se sont réveillés un matin avec des scénarios qu'ils n'avaient pas envisagés la veille. Donc, la Grande-Bretagne avec le Brexit. Non, mais je veux dire, je peux comprendre qu'on soit dans un monde qui ait peur. Et peur de ne pas avoir d'emploi, peur de l'avenir des enfants, peur du terrorisme, etc. Et c'est légitime. Mais il ne faut pas se laisser conduire par ça. Je veux dire que ça serait le contresens, justement. Vous savez, les exclusions dont on parle, justement, c'est une forme de violence. C'est très violent de savoir que, parce qu'on habite dans un quartier défavorisé, on a 2 ou 3 fois plus de chances de se retrouver au chômage. C'est très violent quand on est issu d'une population d'origine africaine, de savoir qu'on a 7 ou 10 fois plus de chances de se faire contrôler. Alors, tout ça, ce sont des inégalités du quotidien, mais c'est surtout très violent. C'est de savoir que vous avez 1% de la planète qui concentre 93% des richesses. Ouais. Ce qui est excessivement violent dans le monde, c'est de savoir que votre avenir dépend de 60% de l'endroit où vous naissez, de 20% de votre famille et simplement 20% de votre propre... Voilà. Donc c'est ce monde-là auquel il faut mettre fin. Pour y mettre fin, ce n'est pas des incantations, c'est simplement qu'il faut un modèle économique qui soit plus basé sur la compétition, qui soit plus basée sur la spéculation. Mais il n'y a pas besoin d'être à gauche ou à droite, mais qui soit basé sur la coopération, qui soit basé sur la protection et qui soit basé sur le partage. Derrière ça, il y a un chapelet de règles économiques. Et pardon, il n'y a pas besoin d'être à gauche ou à l'extrême gauche pour porter ça. C'est du bon sens. Du bon sens. Nicolas Hulot, l'un des événements de la semaine, c'est votre appel de bon sens, l'appel des solidarités. Mais il s'est passé plein d'autres choses cette semaine. Le meilleur et le pire des 7 derniers jours. C'est la semaine politique signée Félix Suffer-Lopez. Nicolas Hulot, c'est le cabinet noir, ses affaires en série depuis 2 mois maintenant. Je vais citer le premier engagement de votre appel. La lutte contre les inégalités, vous en avez parlé, sous toutes leurs formes, contre la fraude et l'évasion fiscale et contre l'impunité des banques, des politiques et des multinationales. L'impunité des politiques.
C'est ce qui vous a aussi révolté Ce qui me révolte, c'est que je connais des hommes et des femmes politiques de grande intégrité qui ont une tâche parfois très compliquée et qu'on assimile on les met avec l'eau du bain. Donc c'est très injuste pour tous ceux qui œuvrent au quotidien et on aurait tendance à assimiler l'ensemble des hommes et femmes politiques. Donc je pense qu'effectivement, c'est dangereux que du coup la conclusion qu'on en tire un peu rapidement, c'est de dire ils sont tous pourris. Et c'est pas du tout la réalité. Très sincèrement, je connais dans tout le spectre politique, à l'échelle territoriale, régionale, des maires, mais y compris des députés et parfois des ministres, voilà, des gens qui ont le sens de l'intérêt général. Et donc ces amalgames auxquels on serait tenté, parce qu'on a l'impression que du coup tout le monde fait pareil, il faut essayer d'y résister un minimum. Et c'est rassurant d'entendre qu'on n'est pas tous pourris, que tous les hommes politiques ne sont pas tous pourris non, mais dans notre démocratie. Pourquoi est-ce que cette catégorie de la société aurait une proportion différente? Pourquoi elle serait peut-être parce que l'appétence du pouvoir. Mais en réalité, voilà, je pense qu'on retrouve la même proportion que dans les autres catégories de la société. Il y a des gens très bien, il y a des gens évidemment quand ils sont animés de moins bonnes intentions, ils ont évidemment une faculté de nuisance beaucoup plus importante. Mais voilà, j'insiste bien parce que c'est important de garder raison là-dessus. Je dis ça d'expérience parce que, comme vous l'avez évoqué, j'ai côtoyé un tout petit peu. Les présidents de la République. J'ai passé 3 ans à l'Élysée comme envoyé spécial. J'ai aussi rencontré des gens étonnants qui consacrent leur vie pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Et on en reçoit aussi souvent dans cette émission. Allez, comme promis, Nicolas Hulot, on vous connaît bien dans le débat public depuis longtemps. Le FN, c'est clairement pas votre tasse de thé politiquement, mais est-ce que ces nouveaux électeurs là dont on parle du FN, ces gens tentés par le Front National, est-ce que vous les comprenez? C'est ça qui est le plus important. C'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a une telle colère. Pourquoi il n'y a plus de confiance dans les grandes formations politiques. Donc essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que dans notre pays, on va de désillusion en désillusion. Qu'est-ce qui fait que dans le modèle économique, nous allons de crise en crise. Voilà, qu'est-ce qui nous empêche ce pays de se réformer? Il y a énormément de choses. D'abord, tant qu'on sera dans une démocratie de compétition, où l'énergie de l'opposition, c'est d'entraver l'action de la majorité, déjà, de fait. Le fait aussi que les puissances économiques ont préempté une partie du pouvoir politique. Il y a un certain nombre de choses. Donc, je pense que ce sont ces questions-là qu'il faut comprendre. Et puis aussi peut-être parce que c'est important que les hommes et les femmes politiques, et c'est le propre de notre initiative, se connectent aux réalités, mais des réalités pas simplement à travers des statistiques. C'est-à-dire qu'ils voient la France telle qu'elle existe, avec ses souffrances. Donc, je comprends la colère. Je supplie que la colère ne mène pas à justement se replier sur soi, parce que la solidarité, elle n'est pas sélective. C'est une loi universelle. On ne peut pas faire le tri sélectif des solidarités. En gros, il n'y a pas les Français d'un côté et les étrangers de l'autre. Non, je ne veux pas faire de simplisme. Et dans je comprends que la situation soit possible. Mais cette idée qu'on pourrait dresser des murs pour que la misère de l'extérieur reste à l'extérieur, mais c'est une vue de l'esprit. Ça marche pas comme ça. Quand d'abord, ces exilés, ces millions d'exilés qui fuient ou des conflits, ou la misère, ou la désertification, mais vous croyez qu'ils partent par plaisir? Simplement parce qu'ils se disent qu'ils vont toucher la sécurité sociale chez nous? Ils partent dans une détresse absolue. La détresse, vous pouvez lui mettre tous les obstacles du monde devant leur route. À un moment ou à un autre, elle est comme l'eau, elle trouve son chemin. Donc c'est pas la bonne réponse. Et vous dites que votre appel, je vous cite, c'était dans le journal Le Monde cette semaine, nous devons être les garde-fous de la tentation extrémiste. Est-ce que cet appel, c'est un appel anti-Front National, pour être clair? Non, pas du tout, parce que ça serait d'un simplisme absolu. Non, cet appel, c'est de se réunir sur une exigence. Et une exigence, c'est d'inventer un modèle économique, enfin, qui soit non pas un modèle, encore une fois, qui concentre la richesse, mais un modèle qui la partage. Et un modèle où chacun, quand vous voyez simplement en France que entre l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale, je ne parle même pas de la triche fiscale, mais si on pouvait récupérer cet argent, qui représente l'équivalent d'ailleurs de notre PIB, si on avait au moins à droite, à gauche, cette exigence là-dessus, si on était capable de mettre dans le périmètre de la solidarité toute la spéculation financière, mais toutes ces inégalités qui créent la souffrance, qui créent la colère, on pourrait les résoudre. C'est là-dessus qu'il faut se retrouver. Donc il faut imposer ça, quel que soit le ou la candidate qui sera élue. Et pardon de le dire, mais j'en profite. Si ça vous semble frapper au coin du bon sens, eh ben rejoignez-nous 32 1.
C'est gratuit, un SMS, et vous mettez présent, 32 32 1. J'en profite parce que si on peut faire masse, eh bien, on va imposer cette exigence durablement dans le logiciel politique. Alors, pour revenir au Front National,